Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast dans lequel nous allons parler de la vitesse des répétitions en musculation, du temps sous tension. Alors après un bref rappel historique, notamment concernant Ken Hutching, nous verrons ensemble à quelle vitesse il faut effectuer ces répétitions. Ce sera comme d'habitude bourré d'anecdotes de vieux de la vieille. On en a pas mal à raconter. Et donc on conclura en donnant nos recommandations pour progresser de la meilleure façon qui soit quand on est un pratiquant naturel de musculation. Salut Fabrice. Salut Rudy. Bon, content d'être avec toi aujourd'hui. Pour commencer, j'ai une petite anecdote. En ce moment, je suis à l'étranger et je m'entraîne dans une salle vraiment old school avec du matériel des années 80. On le reconnaît pour ceux qui connaissent parce que les machines ont une résistance avec des chaînes ou avec des courroies crantées. Alors que de nos jours, c'est plutôt des câbles ou éventuellement des courroies, on va dire fines, non crantées. Et également, on voit l'évolution qu'il y a eu sur, par exemple, de simples haltères. Dans le temps, les haltères, ils étaient en fonte, et après, pour éviter qu'ils se cassent ou qu'ils abîment le sol, on a rajouté du caoutchouc autour de la fonte, et donc tu as des haltères qui font 20 kg, mais qui sont énormes en termes de place qu'ils occupent, parce qu'ils sont entourés de caoutchouc, qui d'ailleurs, avec le temps, c'est à moitié abîmé, puis donc on voit la fonte sous le caoutchouc qui a été mangé, alors qu'aujourd'hui, les haltères, je sais pas en quelle matière ils sont, mais ils sont en une espèce de gomme qui est à la fois lourde et un peu molle, et donc il y a plus la fonte comme il y avait dans le temps. J'ai une anecdote. Moi, je me souviens dans ma première salle, donc avant qu'on attaque, mais quand je m'entraînais à Tremblay en France, donc à l'Apollo Club là qui n'existe plus, on avait justement des haltères comme ça en boule. C'était énorme. Hein. Je me souviens, je faisais des vidéos des fois et les mecs disaient mais il y a combien et tout, et je disais il y a 30 kilos. Ils disaient putain mais on dirait que ça fait 50. C'est ça. Et là où je suis, en fait, il y a même pas de barre olympique. Je pense que ça devait coûter trop cher quand la salle avait été faite. Et donc, c'est des barres qui ressemblent à des barres Décathlon. Donc, tu vois, des barres rigides de 10 kilos. Et le truc, on sait, ces barres-là, ça tient pas trop quand tu mets lourd. Et donc, il y a même des barres qui sont tordues dans cette salle-là. Donc, c'est assez rigolo de retrouver la vieille ambiance. Mais il y a quand même quelques trucs sympas qu'on regrette de plus voir. C'est notamment des barres de traction droite non coudées. Maintenant, dans toutes les salles, les accessoires pour faire des tractions, c'est coudé. Mais dans le temps, des fois, on en trouvait des barres qui sont systématiquement droites et ça a un effet un peu différent au niveau de traction. Ça étire plus le dorsaux et le grand dorsal, et des fois, c'est plus agréable. Ouais, en théorie, c'est plus efficace pour travailler la portion externe du grand dorsal, donc celle qui est responsable de la largeur du dos. Et c'est vrai que dans la plupart des salles maintenant, là, par exemple, récemment, j'étais en Nouvelle-Zélande et c'est vrai que c'était très compliqué de trouver des barres fixes suffisamment larges, en tout cas droites. Sinon, elles étaient toutes très vite coudées. Et quand c'est coudé, pour moi, c'est beaucoup moins efficace, en tout cas pour le dos. Mais donc, on vous raconte tout ça pour vous dire que cette histoire, encore une fois, de la vitesse des répétitions, ça date de la nuit des temps. Alors, oui, on enchaîne sur la vitesse de répétition. Bon, quand même pas la nuit des temps. En fait, c'est Ken Hutching qui, je crois, dans les années 90, a lancé sa méthode qui s'appelle Super Slow. Hein, donc c'est le même principe qu'aujourd'hui. Il faut avoir une méthode quelque chose. Donc lui, c'était la méthode Super Slow, qui était basée sur deux postulats. Donc le premier, c'était de dire que lui pensait que l'élan aidait beaucoup à lever la charge quand on explose lors de la réalisation d'une répétition. Donc il s'est dit, qu'à cela ne tienne, pour éviter que l'élan ne lève la charge, je vais ralentir volontairement la répétition, puis comme ça je serai sûr que le muscle sera sous tension pendant toute la durée de la répétition. Donc c'était ça sa première idée. Et sa deuxième idée, c'était de dire, comme pour faire du muscle, il faut être dans la filière anaérobie lactique, donc avec un temps sous tension, avec un temps d'effort, on va dire entre 30 secondes et 1 minute 30, pour être dans son optimum. Eh bien, je vais faire en sorte d'avoir un temps sous tension autour de cette plage de durée. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à son protocole qui consistait à faire des répétitions qui duraient 10 secondes dans la phase positive, donc 10 secondes pour monter au développé couché, et 5 secondes dans la phase négative, donc 5 secondes pour baisser la charge au développé couché, et de faire de mémoire 4 à 6 répétitions. Voilà comment est né le truc.
Et donc, toute personne qui a essayé ceci se rend vite compte qu'il y a un problème. Déjà, c'est que c'est pas praticable pour la moitié des exercices. Essayer de faire un soulevé de terre ralenti, bah c'est pas possible. Ça brûle le dos comme je sais pas quoi, ça brûle les avant-bras comme je sais pas quoi. C'est pas naturel du tout. En plus, ben évidemment, soit vous comptez, soit vous avez un partenaire qui compte pour vous les répétitions, soit il faut un métronome. C'est très très compliqué en fait de compter avec précision quelle est la durée avec laquelle vous avez fait l'exercice. Et en plus, quand on essaye, on se rend compte qu'avec la fatigue, on a tendance à tricher un peu. Puis par exemple, quand il faut mettre 10 secondes pour monter le poids au développé couché, eh ben on fait la première moitié du mouvement en 2 secondes, et puis par contre c'est plutôt sur l'extension finale, la partie toute facile, où là comme de par hasard on a tendance à compter un peu plus lentement dans sa tête. Du coup il y a pas de repère de progression parce que il n'y a pas de constance dans la manière dont on compte, donc c'est complètement son protocole était pas praticable du tout. Et d'ailleurs lui-même s'en est rendu compte, et c'est comme ça qu'après il a dit que le mieux c'était de le faire sur des machines, c'était mieux qu'avec des poids libres. Et donc après, il a fait des salles express super slow. Ensuite, il a dû voir qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui y allaient là-bas. Et ensuite, je crois qu'il a marketé le truc en disant que c'était encore mieux adapté pour les personnes un peu âgées parce que ça évitait de se blesser, etc. Et après, il a franchisé la chose pour qu'il y ait d'autres personnes qui ouvrent des salles super slow, armées des mêmes arguments marketing. Et voilà le début de l'histoire. Donc c'est tombé en désuétude après, mais par contre plus surprenant, l'entraîneur canadien Charles Poliquin a remis ça au goût du jour dans les années 2000, mais pas avec un protocole 10-5 secondes, mais plutôt quelque chose 2-4 ou 4-2. Et lui, il rajoutait un troisième chiffre, voire un quatrième chiffre, qui était la durée de la pause en haut du mouvement ou en bas du mouvement. Et donc, et je vais terminer là-dessus puis donner la parole à Rudy, ça permettait de faire des programmes d'entraînement où tu pouvais écrire par exemple développé couché 4 séries de 8 à 10 répétitions et après tu rajoutais 4 petits chiffres. Par exemple tu faisais 4, 1, 2, 1, 2 et donc c'était censé te donner la vitesse à laquelle tu devais lever le poids, le maintenir en haut, baisser le poids, le maintenir en bas. Et du coup ça faisait super classe sur ton programme d'entraînement parce qu'il y a tout plein de petits chiffres à côté des exercices. Et donc ça donnait une allure scientifique au programme, mais hélas, c'était tout aussi impraticable et assez peu efficace pour le pratiquant naturel. Et Rudy, tu vas nous dire pourquoi. Non mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que, je sais pas si vous écoutez mes podcasts, donc les podcasts de Rudy Koya qui sont plus développement personnel et entrepreneuriat, mais les apparences sont hyper importantes parce que moi je vois régulièrement sur les réseaux sociaux des personnes qui vont utiliser des termes un peu compliqués ou essayer vraiment de compliquer l'entraînement de musculation et tout de suite ça fait c'est hyper pro, c'est incroyable, tu sais, on utilise des mots en anglais et tout de suite ça fait beaucoup plus pro que de dire le truc tel qu'il est quoi. Donc c'est marrant. Mais moi je me souviens qu'on avait un mec sur le forum, donc j'utiliserai son pseudo, c'était Plasma, qui justement lui avait quelques problèmes de santé et qui utilisait justement le super slow et qui lui en était content, donc il avait des problèmes de santé, il avait du mal à bouger. Donc je sais pas s'il avait pas une sclérose en plaques ou quelque chose qui était apparenté. Et lui justement, il avait enregistré. C'était ça la technique à l'époque, je crois, pour le super slow. Je crois que t'en sais plus que moi. Je l'ai fait. J'ai testé comme ça. En fait, tu t'enregistres. À l'époque, c'était sur une cassette même. Moi, je m'étais enregistré sur une cassette en train de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tu t'enregistres pendant 10 minutes et après, tu te mettais ça, ta cassette, puis t'écoutais ça. C'était le seul moyen que t'avais pour avoir un temps à peu près constant. Donc oui, il faisait ça lui aussi. Non, mais là où Kenuchin avait raison et ce qu'il s'en est rendu compte à la fin, c'est que c'est sûr que quand tu fais des répétitions très lentes, donc en dehors des tempos vraiment là, c'est vraiment très très lent, c'est sûr que le risque de blessure est réduit. Et chez des personnes qui sont âgées ou qui sont plus susceptibles de se blesser, c'est sûr que ça peut avoir un intérêt et ça peut leur permettre de prendre du muscle. Maintenant, dans la réalité, on en avait parlé dans le podcast, les 3 facteurs de l'hypertrophie musculaire, où il y a d'ailleurs un article qui avait été fait sur ton site musculation-alter.fr. On sait qu'il faut un compromis entre la tension mécanique et le stress métabolique. Et malheureusement, ce qui se passe, lorsqu'on ralentit exagérément ces répétitions, ou même qu'on les ralentit tout court, en fait, on va privilégier le stress métabolique au détriment de la tension mécanique qui est pratiquement le plus important quand on est un pratiquant naturel de musculation. Et tu as dit un truc très juste tout à l'heure, tu as dit quand on veut le faire sur des exercices polyarticulaires, le problème c'est qu'on va être limité, donc par exemple sur le soulevé de terre qui est normalement un exercice qui va plus solliciter le bas du corps,
notamment la chaîne postérieure, tout ce qui est fessier, ischio, un peu les dorsaux, les trapèzes, etc., et les lombaires en isométrie, eh bien, en faisant du super slow, on en revient en fait à faire, c'est comme si on faisait des séries longues en fait sur ce type d'exercice-là, et on se retrouve limité par moi ce que j'appelle des facteurs limitants, les muscles secondaires. Et là, comme tu dis de soulevé de terre, on se retrouve limité en fait par la brûlure des lombaires, alors que on cherche à tout prix à éviter que ce soit le point faible du mouvement, surtout sur un mouvement comme ça qui peut être très très dangereux et qui peut conduire à la hernie discale. Donc c'est marrant de voir encore une fois que aujourd'hui, il y a tellement de méthodes qui sortent en fait qu'il y a moins ces légendes comme on avait autrefois quand tu avais créé ton tout premier site, donc avant Superphysique, donc Smart Weight Training. Moi, je me souviens que j'étais tombé dessus et j'étais super content de découvrir, je sais pas, tu avais 5, 6 méthodes différentes, dont le super slow, il y avait le heavy duty, le HIIT, et après il y avait quelques méthodes qui étaient sorties au fil des années, dont le HST, moi je me souviens surtout de Brian Hickok, c'était hypertrophique, scientifique, scientist training. Ouais. Donc, maintenant ça a disparu, hein. Et maintenant, on n'arrive plus à voir ça, et il y a toutes des légendes, en fait, autour de ça, en disant, voilà, c'est super, etc. Alors, il faut bien avoir conscience, donc, comme je viens de dire, c'est que la tension mécanique, en fonction des exercices, il y a un compromis à faire au niveau du nombre de répétitions pour qu'on reste sur les bons muscles. C'est-à-dire que si on fait une série de 20 ou 30 répétitions au soulevé de terre, forcément, ce qui va lâcher, si on n'utilise pas de sangle, ça va être la poigne, ça va être les lombaires. On va pas réussir à maintenir son gainage, et c'est pourquoi le soulevé de terre, par exemple, est beaucoup plus adapté à des exercices en série courte, où on va privilégier justement la tension mécanique plus que le stress métabolique. Et il y a des exercices où il y a beaucoup moins de facteurs limitants. Si on prend les élévations latérales, pour les épaules, qu'on prend souvent en exemple, là on peut faire des séries plus longues parce qu'il n'y a pas de facteurs limitants, et en plus l'articulation des épaules est fragile, et donc ça peut faire que du bien. Donc il y a d'autres raisons, mais bon, c'est pas le sujet de ce podcast. Et où je voulais en venir, c'est que lorsqu'on fait du super slow, en fait, il est très difficile, et tu l'as dit aussi très justement, c'est que d'avoir des repères. Quand on est un pratiquant naturel de musculation, on en a parlé des dizaines de fois dans ces podcasts, ce qui compte, c'est de progresser régulièrement, que ce soit en kilos ou en répétitions, sur ces exercices. Et donc, pour ce fait, il faut qu'on ait des repères. La semaine dernière, on a fait un podcast sur les temps de récupération, et on a expliqué que le temps de récupération, justement, c'était un repère à adapter en fonction de du temps qu'on avait, des contraintes qu'on avait, de l'exercice qu'on faisait, de comment on forçait, etc., de l'intensité qu'on mettait dans son entraînement. Et la vitesse des répétitions, c'est également un repère. Et le vrai problème, c'est que si on commence à dire, là, je ralentis comme ci, là, j'accélère comme cela, en fait, on commence à, je sais pas si on peut dire le mot, mais mathématiser la vitesse de ces répétitions. En fait, on rentre dans un processus de réflexion et non plus d'action. J'en parlais, aujourd'hui j'ai fait une vidéo avec Arnaud qui va sortir sur la formation Superphysique, sur l'apprentissage moteur, et dans le livre référence, qui est l'apprentissage moteur et performance justement de Richard Hanschmidt, je crois, je suis plus sûr du nom de l'auteur, et dedans il y a une phrase qui m'avait marqué, je l'avais lu quand j'avais 17 ans, et dedans il expliquait que la réflexion empêchait l'action. Et cette phrase, elle m'est toujours restée, et c'est exactement ce qui se passe quand on commence à mathématiser l'entraînement. Tu te rends compte, quand on était à enregistrer le nombre de secondes pour faire ton mouvement, et puis qu'en fait, t'accélères quand c'est la phase difficile, pour ralentir quand c'est facile, etc. En fait, tu en es à ne plus savoir exactement ce que tu fais, et à ne plus avoir de repères, et à être justement dans la réflexion, au lieu d'être dans l'action. Je sais pas si vous vous souvenez, par exemple, de vos débuts en musculation. Bon, je pense que tout le monde s'en souvient, mais au départ, quand on prend une barre et qu'on fait tous du développé couché, parce qu'on sait pas encore si on est fait pour ou si on n'est pas fait pour, mais en tout cas, on nous a dit qu'il fallait faire des développés couchés, peu importe notre morpho-anatomie, et au début, on réfléchit justement. On est là, on se dit où est-ce qu'on pose la barre, comment on écarte les mains, comment on pousse, etc. Et c'est vrai que là, c'est un intérêt de pas aller trop vite sur ces répétitions, de vraiment les contrôler pour apprendre le geste, l'automatiser, etc. Mais, au fur et à mesure, on va justement de moins en moins réfléchir naturellement à la technique de son exercice, et on va devenir plus efficace. C'est en partie ce qu'on appelle l'apprentissage moteur. On apprend à coordonner ses muscles, à coordonner nos fibres musculaires à l'intérieur de nos muscles entre elles, pour qu'elles déchargent, comme on dit, en même temps, qu'elles se contractent en même temps. Et ainsi, en réfléchissant moins, on devient beaucoup plus efficace. On arrive véritablement à mieux progresser.
Et c'est pourquoi je pense que c'est vraiment une erreur que d'essayer de mathématiser au maximum l'entraînement. L'entraînement, c'est déjà des chiffres. On est déjà à faire nos cycles de progression, à essayer d'avoir des repères, donc comme le temps de récupération, le nombre de répétitions, l'exercice, la façon de faire l'exercice, etc. Et là, on rajoute encore quelque chose qui est très compliqué, surtout quand on sait que lorsque l'on est explosif, donc attention, quand on dit explosif, c'est pas non plus sauter sur le banc, c'est pas non plus faire des mouvements qui sont pas très académiques, c'est aller le plus vite possible tout en conservant une bonne technique. Et ben on sait que là en fait, on va envoyer plus de hertz. Alors les hertz, c'est je sais pas si vous avez déjà utilisé un électrostimulateur, mais je vais vous donner un exemple, c'est la fréquence des décharges qu'on envoie à nos muscles. Et notre système nerveux en fait pareil quand on fait un exercice, et plus on va ralentir ces répétitions, et moins notre système nerveux va envoyer de fréquences. C'est-à-dire que moins nos fibres vont se contracter fortement, et moins on va être efficace, moins on va pouvoir progresser sur le moyen et long terme. Et c'est d'ailleurs une constatation intéressante de voir que la majorité des bodybuilders professionnels, donc en dehors des techniques qui sortent régulièrement, bah tiens, ça me fait penser à une anecdote. Quand j'étais gamin, donc j'étais abonné à Muscle & Fitness, Flex, Monde du Muscle, enfin bon, à tout ce qui existait comme magazine. Et je me souviens d'un Flex à l'époque où il y avait Milos Sarcev. Donc Milos Sarcev, c'était un culturiste pro IFBB qui avait une super ligne, etc. Il était vanté comme ça, mais il était pas assez gros pour faire des bonnes places. Et à un moment, il s'était recyclé en fait en tant qu'entraîneur. Après, il a eu pas mal de problèmes, je crois, avec le trafic de produits dopants. Il y a eu pas mal d'histoires. Je me souviens plus exactement, parce que c'est il y a plus de 10 ans. Et lui, à un moment, il avait dit, voilà, il y a un tel qui manquait de pectoraux, donc je lui ai dit de ralentir ses mouvements, etc. Et je crois que c'était un truc du style, il disait, voilà, faut faire ses répétitions avec une négative en 5 secondes, enfin bon. Il était parti dans un délire un peu comme ça, et dans l'article, il disait, voilà, c'était plein le lendemain, il avait vraiment super mal aux pectoraux, il a eu mal pendant 2 semaines, puis après, il a fait ses mouvements comme ça, tout le temps, et puis il a vraiment pris des pectoraux, etc. Sans changer d'exercice, hein, je précise. Et il y avait toujours, en fait, une légende autour d'une technique d'entraînement, comme si celle-ci était magique, etc. Et même s'il est vrai que la vitesse des répétitions peut influer sur le recrutement musculaire, il n'en reste pas moins vrai que ce sont toujours les muscles pour lesquels on est fait qui vont profiter du mouvement qui les a développés. Donc je reprends l'exemple, si vous faites développer couché et que vous prenez surtout des épaules et des triceps, peu importe la vitesse que vous allez utiliser, alors oui, il y a des chances que vous sentiez peut-être un peu mieux les pectoraux en ralentissant, mais ça va toujours être vos épaules et vos triceps qui vont faire la majeure partie du travail, parce que vous n'êtes pas fait morpho-anatomiquement, vous êtes peut-être dans les nouvelles morphologies que j'ai catégorisées, peut-être un gorille ou une sauterelle, ou un autre type, et dans ce cas-là, bah, vous allez être limité par les muscles qui ont pris le dessus. C'est pour ça que la pré-fatigue, qui était une technique qui était régulièrement mise sur le devant de la scène, notamment dans les magazines, on en avait parlé à l'époque, et ben c'est une technique en fait qui marche très mal, parce qu'une fois qu'on a fatigué déjà le muscle qui est le plus faible, ben on a encore plus de raisons en fait de travailler les muscles sur lesquels on est fort avec l'exercice polyarticulaire ou de base. Et donc tout ça pour dire que en fait ce qu'il faut, c'est toujours essayer d'être le plus explosif possible, en dehors de cycles, par exemple, où on va chercher à renforcer sa posture, à travailler plus le gainage, à améliorer sa technique, etc. Donc ça rentre pas dans le cadre de ce podcast. On parle vraiment dans une progression sur le moyen et long terme en musculation. Il faut chercher à être le plus explosif possible en ayant une bonne technique et surtout pas à ralentir pour justement maximiser la tension mécanique et ne pas être dans ce stress métabolique et être justement dans cette optique de notre système nerveux envoie le maximum de hertz, de fréquences, donc des impulsions motrices, pour utiliser nos muscles et justement être moins, comme je disais juste avant, dans la réflexion et plus dans l'action. Ça, c'est vraiment... Vas-y Fabrice, tu voulais? Ouais, je voulais reprendre la parole après ton long monologue, Rudy. Je voulais dire qu'en plus, pour une fois, il se trouve que la théorie scientifique de l'entraînement corrobore un peu la pratique, étant donné que ce que tu décris, on appelle ça l'accélération compensatrice. Et donc, il y a plusieurs études qui ont montré que même avec un poids, on va dire léger,
Si on le soulève le plus vite possible, eh bien on arrive à avoir un bon recrutement des fibres dites rapides et à avoir au niveau des hertz, bon après c'est des études, faut quand même se méfier, un recrutement identique avec un poids lourd, mais à la condition vraiment de chercher à soulever le plus rapide possible. Mais bon, en pratique, il faut quand même augmenter les poids et utiliser des poids relativement lourds quand on est en musculation naturelle. Mais en théorie, le fait d'aller vite devrait permettre de recruter aussi bien les fibres rapides, les plus à même de présenter un potentiel d'hypertrophie musculaire. Et donc, toujours en théorie, quelqu'un qui ferait une vingtaine de sauts sur place en cherchant à sauter le plus haut possible et en amplitude complète, eh ben, il aurait une intensité de contraction musculaire en hertz, là, comme l'a dit Rudy, qui pourrait presque être identique à quelqu'un qui ferait du squat en forçant, à la condition de chercher à sauter le plus haut possible et en étant le plus explosif possible. Du moins, c'est ce que montrent les études. Et justement, quand on fait ces répétitions lentes, les études semblent montrer que ça a tendance à favoriser la contraction des fibres lentes et pas des fibres les plus rapides, qui sont censées être, comme je l'ai dit précédemment, les plus à même de se développer musculairement. Non mais c'est intéressant ce que tu dis. Alors je vais rebondir rapidement sur un petit point physiologique. Normalement, les fibres musculaires sont recrutées selon la loi, ce qu'on appelle c'est la loi d'Henman, et ça dit que à mesure qu'on monte le poids, on va recruter de plus en plus de fibres rapides, donc les fibres, comme tu l'as dit, qui ont du potentiel à se développer. Et effectivement, cette loi est court-circuitée lorsqu'on est explosif, même sur des mouvements légers. Maintenant, ça ne suffit pas parce qu'effectivement, il faut progresser sur les charges progressivement pour pouvoir se développer en étant dans le bon stress métabolique, si on peut dire. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, je perds mes mots. Mais ça va me revenir. Attention. Je voulais dire, c'est que effectivement, il y a un indicateur qui est intéressant, et je pense qu'il peut, parce qu'il y a beaucoup de formules qui étaient sorties à l'époque, je sais pas si tu te souviens, sur comment déterminer si on est plus fibre rapide, si on est plus fibre lente, il y avait des formules, des tests à faire. Mais je me souviens très bien, bah oui. En gros, il faut faire son maxi, se reposer 5 minutes, et ensuite travailler à 80% de son maxi, et voir le nombre de répétitions qu'on va faire. On sait peut-être 85 d'ailleurs. Et en gros, si on en fait 10, on a tendance à avoir soi-disant plus de fibres lentes, et si on en fait que 3, on a tendance à avoir plus de fibres rapides. Mais bon, le test ne prend pas en compte l'habitude qu'on a sur l'exercice et l'habitude qu'on a de travailler en répétition courte ou en répétition longue, et on sait que ça peut s'entraîner un petit peu ce facteur, donc c'est pas parfait comme test. Ouais, et puis ça prend pas non plus en compte la morphoanatomie. Par exemple, sur un développé couché, si t'as pas de pec, en bas, la barre va avoir du mal à décoller, tu vas vite rester en dessous, quoi, alors que... C'est ça. Donc ça va pas. Mais, il y a un test, je pense, qui est beaucoup plus simple à faire, et c'est assez simple, c'est que si on arrive à être explosif, tu vois, moi, par exemple, je crois qu'on en a parlé dans des précédents podcasts, moi, je suis assez explosif de base. Et, justement, même si c'est l'intention qui compte, ça permet de dire que si, par exemple, on n'arrivait pas à exploser, en fait, on est beaucoup moins fait pour se développer. Et, d'expérience, c'est assez vrai. J'ai remarqué que les personnes qui étaient plutôt, donc c'est pas une critique, c'est plus une constatation, mollassonnes, qui avaient du mal à être rapides, même s'il y a l'intention derrière de vouloir être explosif, elles avaient plus de mal à se développer que les personnes qui étaient plus explosives, qui étaient plus, entre guillemets, comment on peut dire, bourrées, je sais pas si c'est le bon terme, mais de fibres rapides. Comme si l'explosivité visible était un signe justement visible de sa répartition préférentielle du type de fibre qu'on avait. Ouais, non, mais moi je pense que tu as tout à fait raison là-dessus, et justement moi je suis plutôt lent, on va dire, et quand je faisais de l'athlé au lycée avec l'école, tu vois, genre au lancer de javelot ou tous ces trucs-là, j'étais mauvais en fait. Mais même au saut en longueur, j'étais mauvais. En fait, tous les trucs un peu explosifs, j'étais mauvais. Alors que pour la course de fond, j'étais naturellement meilleur, tu vois, ou la natation un peu plus longue durée, j'étais meilleur aussi. Et comme de fait, en muscu, j'ai jamais été très fort, et je vois bien que quand si je fais des séries de 12, ça va à peu près, mais quand je commence à mettre un petit peu plus lourd, tu vois, taper autour de 80 ou 85% de mon 1RM, et tout de suite le poids monte tout doucement, et j'ai
je suis en difficulté très rapidement. Alors que si je reste sur du 70% de mon 1RM, tu vois, sur des séries de 12, voire des séries de 15, et ben je suis très à l'aise, je peux être explosif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah moi c'est tout l'inverse de toi en fait. Moi dès que ça dépasse donc sur les mouvements polyarticulaires, je parle bien évidemment, les 8 répétitions, je sens que ça va pas, je crame en fait, alors que plus je monte et plus en fait j'arrive à bien exprimer ma force, mieux je suis quoi. Donc moi c'est tout l'inverse de toi et c'est marrant parce que je vais faire attention parce que j'ai beaucoup d'élèves qui me disent moi je suis pas fait pour les séries longues, nanana, etc. C'est marrant, personne n'est fait pour les séries longues si on écoute tout le monde, mais il y a des personnes qui sont, et moi je le vois assez rapidement sur les vidéos que mes élèves m'envoient, comment j'arrive à déterminer un peu leur caractère, et même quand je vois une personne, là récemment j'ai vu un jeune justement qui suit ma formation, qui est passé pour un coaching premium au Super Physique Gym, et j'ai tout de suite senti, je suis resté 2 minutes sans contact au tout début, qu'il était nerveux quoi, qu'il était bourré d'explosivité quoi. Ça se sent. Et ça, c'est un bon test pour dire, voilà, on a des fibres rapides ou on est plus fibres lentes, mais dans tous les cas, on en revient toujours à dire que ce qui compte, c'est d'être, quand on fait ces répétitions, qu'on est naturel, etc., c'est d'enlever au maximum la part de réflexion dans l'action, dans le fait de faire ces répétitions, et donc d'être le plus explosif possible, avec une bonne technique, du moins d'avoir cette intention-là. Peu importe qu'on soit rapide ou pas, visuellement, si on est rapide visuellement, on fera évidemment attention à pas verrouiller trop fortement ses articulations. Il n'y a rien de pire que de tendre très fortement ses coudes quand on fait ces exercices de poussée, ou de se laisser retomber aux tractions, ou de tendre très fort les genoux à la presse à cuisse, etc. Donc ça, il faudra faire gaffe de s'arrêter juste avant. Mais cette intention, c'est vraiment très très important parce que ça permet voilà d'enlever toute cette part de réflexion et surtout d'avoir ce repère, de se dire je fais du mieux que je peux, je fais le plus rapidement possible, avec une bonne technique, je précise, parce que souvent je vois des agitations, donc au Super Physique Gym, ça va, je suis épargné, mais on peut voir des agitations, des mecs qui essayent, ou des femmes, qui essayent d'être le plus rapide possible sur l'exercice, et en fait c'est pas ça. Il faut toujours garder quand même une maîtrise du geste, hein. Il s'agit pas au développé couché de se jeter la barre sur les pecs et de rebondir, et de remonter vite, quoi, de profiter du rebond, hein. Il s'agit quand même justement, là, on a beaucoup parlé de la phase positive du mouvement, donc la poussée au développé couché, où on dit qu'il faut être explosif, aussi sur un tirage où il faut être explosif au moment où on tire, mais on a moins parlé de la phase où, négative, donc la descente au couché ou voilà. Je me perds. Donc tu voulais dire sur la phase négative, Fabrice ? Ouais, sur la phase négative, toi tu préconises du coup de la ralentir ou juste la contrôler. Quelle est ta préconisation ? Pour moi, je distingue plusieurs choses. D'une part, si vous débutez la musculation, je vous dirais essayez de la ralentir. C'est vraiment important d'apprendre correctement la technique, d'avoir un beau geste, etc. Maintenant, si vous n'êtes plus débutant, je vous conseille de surtout pas la ralentir. Du moins, ne vous laissez pas tomber, ne laissez pas tomber la barre, mais de ne pas la ralentir et même de l'accélérer. C'est d'ailleurs un des effets qui est très intéressant des bandes élastiques. On avait fait plusieurs articles sur Superphysique. D'ailleurs, nous vendons également, je viens de m'en rappeler, des bandes élastiques Superphysique sur la boutique. Donc, si ça vous intéresse, il y en a. Et donc, c'est un des intérêts des bandes élastiques, c'est qu'elles permettent en fait d'accélérer la phase négative et donc d'emmagasiner plus d'énergie, ce qu'on appelle élastique, parce que nos muscles ont une composante élastique en série et en parallèle, ce qu'on appelle CES et CEP, et donc d'être plus fort sur la phase positive. Et on sait qu'en dehors du stade débutant, où ralentir la phase négative va produire des dégâts musculaires, ça va faire plus de courbatures, etc. À partir d'un certain niveau, en fait, ralentir la négative, ça va faire comme on l'a dit au début de ce podcast avec le super slow, ça va produire moins de dégâts et ça va permettre de moins progresser. Et c'est pourquoi à ce moment-là, donc c'est individuel encore une fois, il faut plus la ralentir, il faut même l'accélérer. Donc, je précise, j'arrête pas de le préciser, mais sans se laisser tomber la barre sur la tronche, pour justement profiter de cette phase négative et qu'on fasse une positive beaucoup plus intéressante, beaucoup plus productive, en somme, avec plus de tension mécanique, plus de herse, plus de contraction forte de nos muscles, de nos fibres musculaires. Donc j'en déduis que tu n'es pas non plus pour le statodynamique. Donc c'est-à-dire, par exemple, si je prends l'exemple du développé couché, descendre la barre, faire une petite pause d'1 seconde en bas et ensuite exploser le plus fort possible sur la montée.
Ben, en fait, c'est pas que je suis pour ou contre, c'est juste que ces exercices, en fait, de statodynamique, de répétition lente où on ralentit, pour moi, ça s'appelle du travail postural. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, justement, sur le statodynamique il y a quelques mois, mais c'est des choses qui sont très intéressantes, mais qui ne sont pas le fondement, en fait, de la progression, qui vont être des aides pour, par exemple, si on est très raide, eh ben, on peut faire, je sais pas, je prends l'exemple du squat, même si on le recommande pas forcément, on peut faire du squat très léger en descendant très doucement pour s'assouplir. Tu vois, par exemple, ça va être intéressant de rester gainé, de s'assouplir, de garder une bonne technique. Ça va être bien. Pareil, si on a des soucis, par exemple, de gainage, on a du mal justement à garder son dos cambré au soulevé de terre, on a tendance à l'arrondir. Faire du statodynamique avec la barre au genou, faire la pause au niveau des genoux, bah, c'est hyper intéressant. Mais encore une fois, c'est en complément de ce travail de progression. Ce n'est pas la base de l'entraînement. Donc c'est des choses qui sont très intéressantes, mais c'est pour ça qu'à chaque fois il y a des légendes. Ouais, moi j'ai fait ci, ça m'a fait exploser. Oui, mais pas tout seul en fait. En conjugaison avec autre chose, c'est comme l'électrostimulation. À un moment c'était la mode. On disait voilà, l'électrostimulation c'est super parce que ça, justement, quand on peut régler la fréquence de décharge, l'intensité, et puis que les fibres rapides sont vraiment situées plus juste sous la surface de la peau, bah, l'électrostimulation ça permet vraiment de progresser. Et en fait, on s'est rendu compte que si on couplait pas l'électrostimulation, donc il y a déjà plein d'inconvénients dont on a parlé dans l'article sur le site, sur Superphysique, mais si on ne couplait pas rapidement à un entraînement, à des gestes en musculation, en fait, il y avait aucun gain. Il y a absolument rien. Et là, pour le statodynamique ou les répétitions très lentes qui peuvent avoir un intérêt donc postural, si on ne le couple pas à un entraînement classique de progression, en fait, il n'y a aucun transfert. Il se passe rien. Donc c'est la même chose en fait. Bon, enfin, l'électrostimulation, d'ailleurs, on pourra en faire un podcast tellement c'est drôle. Comme d'habitude, il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui ont testé. Moi, j'ai testé avec un complexe. Hein, tu te souviens, on a bien rigolé avec ça. Moi, je me souviens quand tu mettais sur les pectoraux là et que tu crevais. Sur les pectoraux, on l'a pas trop mis parce que justement, on avait peur avec le cœur, mais sur les abdos, on s'est éclaté en mettant l'intensité maximum du truc et on l'a fait tester à l'époque avec plein de potes. Il y en avait pas beaucoup qui pouvaient tenir l'intensité maximum. Il faut savoir que ça fait super mal, mais vraiment, vous pouvez pas imaginer comme ça fait mal. Ça n'a rien à voir avec une série de crunch, c'est bien pire. Que les petites électrodes à mettre, c'est pas si facile que ça de bien les mettre. Et quand vous les mettez pas tout à fait comme il faut, vous ressentez la décharge au niveau du tendon, ça fait un mal de chien. Par exemple, si vous les mettez sur les biceps, vous pouvez avoir mal jusqu'au coude, si jamais c'est pas bien positionné. Et en plus, et c'est ça ce qu'on vous dit pas, parce que vous vous souvenez de la pub Slenderton où la bonne femme elle a son électrostimulation qui elle fait la cuisine avec, pas du tout. En fait, puisque le muscle il se contracte justement parce que c'est le but du truc, il y a une contraction extrêmement forte, et donc en fait votre corps se déplace malgré vous en même temps qu'il y a contraction. Et par exemple, si vous le mettez sur les abdominaux en forte intensité, vous pouvez même pas regarder la télévision en fait. Vous allez avoir votre corps qui va faire un crunch seul du fait de la contraction électrique. On fera peut-être un podcast dessus. Si ça vous intéresse, vous nous le dites en commentaire ou directement sur le forum Superphysique. On en fera parce qu'on a beaucoup d'anecdotes. Alors moi j'ai énormément d'anecdotes. Hein. J'ai même des vieilles vidéos. Si jamais qu'on peut ressortir de tests qu'on avait fait. C'était vraiment, c'était des sketchs. Hein. Et on avait vraiment testé en profondeur ce truc-là. C'était vraiment un sketch, quoi. Ok, alors dans ce cas, je reprends la main pour revenir sur la vitesse de la répétition, parce qu'il y a un argument qu'on n'a pas donné. Bon, le super slow, j'évacue, on a bien compris que 10 secondes, 5 secondes, ça n'avait pas de sens. Par contre, j'ai quand même été assez étonné que Charles Poliquin recommande de ralentir la phase positive, lui qui est censé entraîner des athlètes professionnels qui justement doivent être hyper explosifs possible. Et un des gros contre-arguments à ne serait-ce que ralentir un tout petit peu, ou même faire une répétition positive contrôlée dans un exercice, c'est que, spécialement si vous êtes grand, si vous avez des bras longs, par exemple, ce qui est mon cas, dans tous les exercices polyarticulaires avec des barres et haltères, vous avez un point mécanique qui est dur. Par exemple, c'est la position parallèle quand vous faites un curl avec haltère ou avec une barre, et où mécaniquement la tension du fait des leviers est extrêmement défavorable. Et si jamais vous faites une répétition qui est contrôlée, ou encore pire, ralentie, le poids que vous allez utiliser pour réaliser l'exercice va être limité par
ce point le plus difficile, donc cette position où le bras est parallèle au curl, et en fait, vous allez devoir utiliser un poids vraiment extrêmement faible, en fait, pour réussir cette répétition de manière contrôlée, simplement pour passer ce point difficile. Et en fait, pendant tout le reste du mouvement, le poids va être, on va dire, trop faible par rapport à la difficulté du mouvement. Alors que justement, quand on est explosif, ce point un petit peu difficile, on doit pouvoir le passer avec un peu d'élan, et du coup, tout de suite, on peut utiliser un poids beaucoup plus élevé, qui au final produira peut-être une tension plus élevée sur le reste du mouvement. Et par exemple, au développé couché, c'est aussi un très bon exemple. Si vous êtes explosif, vous allez voir, vous allez pouvoir passer le point difficile, je sais pas, ça doit correspondre à peu près à quand vos avant-bras sont perpendiculaires au sol et votre bras est parallèle au sol. Une fois que vous avez passé ce point difficile, normalement le reste est relativement facile. Et si jamais vous ralentissez votre montée au développé couché, ou si vous la faites pas explosive, et ben vous allez buter sur ce point difficile et vous allez faire beaucoup moins de répétitions que prévu, ou vous allez devoir utiliser un poids beaucoup plus léger que prévu. Donc ça n'optimise pas la dynamique naturelle de l'effort, de ralentir ou de trop contrôler la phase positive. Ça désavantage encore une fois les personnes qui sont pas faites pour un mouvement au détriment de celles qui sont faites pour, quoi. C'est encore une fois une sacrée méthode chinoise, quoi. Hein. Une méthode Conan, quoi. Et je voulais rajouter un dernier point dont on n'a pas parlé. On a parlé un peu des fibres musculaires. Et ce qu'il faut savoir, on en parlait en précédent podcast hors antenne, c'est que à force de faire un certain type d'effort, on s'habitue à ce type d'effort. Donc si on s'entraîne lentement, on va être plus lent, on va avoir du mal à exploser. Et si on a l'habitude d'exploser, on va avoir plus de chances d'être explosif. Et on sait, surtout, physiologiquement, qu'il est beaucoup plus facile de transformer ces fibres rapides en fibres lentes que l'inverse. Et malheureusement, comme on l'a précisé également, on a plus de potentiel de développement avec les fibres rapides. Et si donc on fait du lent, on ralentit, on va transformer progressivement, petit à petit, donc ça c'est pas du jour au lendemain, mais ces fibres rapides en fibres, donc intermédiaires et après peut-être en fibres lentes si les efforts sont vraiment très longs, si on va jusqu'à faire du super slow comme Ken Ching, et donc on va finalement à terme prendre beaucoup moins de muscles parce qu'on aura perdu du potentiel musculaire à développer. Ouais, c'est-à-dire que dans mon souvenir c'était controversé. Enfin, on peut passer de fibre rapide à fibre lente, par contre passer de fibre lente à fibre rapide, ce serait même physiologiquement impossible, enfin c'est pas très clair. Voilà, ils disent que c'est beaucoup plus dur, et c'était un des arguments d'ailleurs à l'époque, c'est pour ça que j'ai parlé du HST tout à l'heure, de Brian Hickok, c'était de dire, on sait que de ne rien faire, justement, permet une retransformation de fibres, donc lente ou intermédiaire, en fibres rapides, parce que justement on fait rien. Donc on regagne en fait en faisant rien des fibres rapides. Ça sert à rien parce que finalement si on s'entraîne pas, c'est juste un potentiel qu'on a, et dès qu'on va se réentraîner, faut surtout pas faire du super lent, quoi. Sinon on retransforme tout. Mais donc voilà, en tout cas, je pense que on a fait à peu près le tour. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Fabrice. Non, sinon c'est un peu déprimant de voir que des fois la vitesse des répétitions et le tut reviennent sur le devant de la scène. Encore il y a pas longtemps sur Netflix, il y a un reportage dont j'ai oublié le nom mais dont je t'avais parlé. Je ne sais plus. Bref, où il y a des champions de fitness qui sont interviewés, et on voit Donny James dans ce reportage, qui reprend plus ou moins le rôle de Milos Sarcev ces temps-ci chez les culturistes professionnels, parce qu'il est devenu un peu l'entraîneur de la plupart des pros connus. Et lui, il se met à recommander de nouveau de faire des répétitions lentes, parce que pour les culturistes professionnels qui sont très forts, et qui ont parfois du mal aux articulations, ça peut les aider à faire du lent. Quand tu es sous produit dopant, et ça faut le préciser, c'est que la tension mécanique est un facteur beaucoup moins intéressant que le stress métabolique, parce que quand tu prends des anabolisants, quand t'es dopé, en fait, tout est amplifié. Donc quand tu fais un petit effort, les anabolisants vont faire plus de dégâts avec ce petit effort, alors que toi, quand t'es naturel, ça va rien faire du tout, et les anabolisants vont te permettre en plus après de récupérer plus rapidement, donc de reconstruire plus rapidement. Donc tu n'as aucun intérêt, sans compter que quand t'es professionnel et que t'es dopé jusqu'au bout, même ça fait 20 ans que tu t'entraînes, t'es très très fort, et donc le risque de blessure est extrêmement présent si tu t'entraînais comme un pratiquant naturel qui cherchait à optimiser la tension mécanique par rapport au stress métabolique. Donc en fait ça reviendra toujours sur le devant de la scène, parce qu'il y a toujours des mecs qui sont dopés, qui
n'ont pas conscience que l'entraînement quand t'es naturel, c'est complètement différent, mais complètement différent. Oui, ça peut avoir un intérêt de faire du super lent, du super slow, voilà, sur du postural, pour essayer de rattraper un point faible, etc. Mais c'est pas la stratégie. Mais, de toute façon, c'est time under tension, le TST aussi, temps sous tension en français, ça reviendra toujours sur le devant de la scène, en fait. Parce que, il y a toujours des personnes qui vont croire, et c'est la conclusion qui est à chaque fois la même, on nous a fait la remarque, justement, assez sympathiquement, mais c'est toujours la même, c'est que ça reviendra toujours sur le devant de la scène, parce qu'il y a des gens qui vont chercher des secrets, qui vont dire, mais attends, ça peut pas être aussi simple que ça, l'entraînement, ça peut pas être juste progresser, voilà. Ils vont chercher des raccourcis, des trucs faciles, et de voir des pros faire ça, et puis ça permet en plus d'avoir des super sensations, tu vas super doucement, puis ça brûle à fond, tu gonfles, etc. Mais on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière, en fait, 1 heure après, c'est comme si t'avais rien fait, à moins que tu sois débutant, sinon, c'est comme si t'avais rien fait, et ça sert pas à grand chose, quoi. Oui, puis c'est pas fun. Enfin, les gens disent qu'ils ont des sensations parce qu'ils font ça une semaine. Bah, tu ralentis pas tes reps pendant 6 mois, c'est chiant comme entraînement. Allez, tiens, j'en ai une bonne. On a fait un podcast sur le jeûne intermittent il y a quelques semaines. Je pense que vous l'avez écouté, sinon, on vous invite à l'écouter. Et il y a quelqu'un dans les commentaires, donc sur mon Instagram, j'en ai fait la pub il y a pas longtemps, qui a dit ah non, moi je suis pas d'accord, moi le jeûne intermittent ça marche super bien. En 2 semaines, j'ai perdu 1 kilo. Et donc tu vois, ça corrobore à ce que tu disais, quoi. C'est que sur le court terme, en fait, tout peut marcher, mais encore une fois, c'est le moyen et long terme qui compte, c'est de se transformer véritablement, de vraiment progresser. Parce que sur le court terme, tu peux faire n'importe quoi et puis ça marche, tu vois. Donc mais voilà, c'est la petite anecdote pour dire. Voilà, quoi. oui, quand on parle dans ce podcast, on a un peu plus d'expérience que 2 semaines dans les sujets qu'on aborde. Hein, je précise. Ouais. On fait pas de podcast, hein. Sinon, on dirait rien. Comme d'habitude, j'arrête pas de le préciser, mais on essaie d'apporter de la valeur et un retour d'expérience. Et les conclusions sont marrantes, quoi. C'est toujours... Nous, notre credo, ça a toujours été, en tout cas, de lutter contre les idées reçues. Donc c'est marrant de voir qu'à chaque fois, on démonte le truc par A plus B, et après on dit, voilà, en fait, vous saviez déjà ce qu'il fallait faire. Mais on a essayé de vous endormir. Et puis on vous vend quelque chose, une méthode révolutionnaire. Attention, ça va brûler, hein. Vous allez sentir vos muscles, mais c'est tout. Vous perdez l'objectif de vue, en fait, qui est de progresser, quoi. Tout simplement. De pas s'entraîner juste pour avoir des sensations, parce que si on s'entraîne juste pour avoir des sensations, je vous dis, allez courir tout nu dans la neige, vous allez avoir des super sensations aussi, hein. Non mais, sans rire, hein. Si on cherche des sensations, c'est pas très compliqué, quoi. Mais ça donne pas forcément plus de muscles, et dans la majorité des cas, ça donnera pas plus de muscles si vous êtes naturel. Allez, je te laisse faire la conclusion finale. Voilà, donc conclusion finale, comme d'habitude. Donc là, je vois que vous êtes assez nombreux à m'envoyer des idées de sujets pour les podcasts, donc vous pouvez continuer. Même si on a beaucoup d'idées de sujets, on n'en aura jamais trop. Donc si vous avez des idées de sujets, vous pouvez me les envoyer sur mon email, rudy.koya@yahoo.fr. Voilà, avec plaisir, je vous répondrai et je vous dirai si on peut retenir le sujet ou pas pour un podcast. Ou si on a déjà fait quelque chose, je vous renverrai vers ce qu'on a déjà fait. J'en profite également pour remercier, depuis le dernier podcast, on a pris plus de 10 commentaires sur l'application podcast sur iPhone ou sur iTunes via PC. Donc on est à 85, vous êtes 85 à avoir laissé 5 étoiles sur ce podcast, donc c'est vraiment super. Qu'à nous, ça nous fait super plaisir, ça nous motive à continuer ces podcasts. Donc s'il y en a qui n'ont pas encore laissé d'avis et qui pensent que ces podcasts devraient être plus connus, qui peuvent aider plus de personnes, qu'on peut mieux progresser ensemble, on vous remercie vraiment d'avance ça prend 2 à 3 minutes, de taper Super Physique Podcast, donc directement sur votre téléphone via l'application podcast, et de laisser 5 étoiles avec un commentaire encourageant, de parler du podcast autour de vous, de le partager quand on le met sur les réseaux sociaux. Si ça fonctionne, ce sera grâce à vous, ce sera ensemble qu'on avancera, on n'arrête pas de le répéter. Donc vraiment, merci d'avance à ceux qui peuvent prendre du temps pour faire ça. C'est vraiment ce qui nous aide le plus aujourd'hui à essayer de démystifier la musculation pour les pratiquants 100% naturels. Et enfin, on vous laisse donc avec plusieurs liens comme d'habitude. Donc le premier lien, je vais remettre un lien vers le site de Fabrice, notamment l'article « Les 3 facteurs de l'hypertrophie musculaire », parce qu'on en a pas mal parlé dans ce podcast. Je vais en profiter également pour mettre un lien sur l'article électrostimulation, étant donné qu'on va en faire un podcast, si ça vous intéresse, vous nous le dites. Donc comme ça, vous aurez déjà un aperçu de notre avis.
mais sans les anecdotes qui sont très très croustillantes. Vraiment, là, il y a du très très lourd. Je vous laisse un lien, parce qu'on a pas mal parlé, encore une fois, d'analyse morpho-anatomique, donc avec mon livre et la formation vidéo associée pour apprendre à vous analyser, à voir pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous n'êtes pas fait. Et enfin, un lien vers la formation complète Superphysique en vidéo, que j'enseigne depuis maintenant quelques mois et qui est réservé donc à tous les pratiquants naturels de musculation qui veulent agir en connaissance de cause, qui veulent laisser le moins de choses au hasard et surtout ne plus être pris comme des cons comme nous on l'a été. Et c'est d'ailleurs le pourquoi de ces podcasts à la base. Sur ce, on se retrouve donc dès mercredi prochain pour un nouveau Superphysique podcast. Salut! Salut, à la semaine prochaine.